Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième journée du Sommet international de la finance qui en est à sa 13e édition. C'est le plus grand rendez-vous annuel de la finance en Haïti. Cette année, le thème, c'est financer l'éco 2, développement, l'économie et l'écologie. Hier, nous avons eu une programmation assez riche avec des panels sur l'énergie, une présentation du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, également une causerie avec la représentante spéciale du BINUI en Haïti et sans oublier la cérémonie d'ouverture avec le gouverneur de la République d'Haïti. Comme il est de fait une tradition au sommet de la finance, la deuxième journée est consacrée à la politique monétaire et c'est la Banque centrale qui va mener les débats dans un instant. Mais pour bien démarrer cette deuxième journée, on va parler de politique budgétaire, politique fiscale, parce qu'on ne saurait parler de politique monétaire sans une politique fiscale qui vient en appui à cette politique. Et j'ai avec moi sur le podium le directeur général de la Direction générale du budget, M. Jean-Michel Sylin, qui va faire une présentation sur l'analyse de la situation des finances publiques au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2022-2023. Et aussi, il va passer en revue les perspectives pour le second semestre. Monsieur le directeur général, bonjour et bienvenue à cette 13e édition du Sommet international de la finance. Bonjour et merci. Je salue à tout le monde qui assiste à cette présentation et permettez-moi d'entrée de jeu de féliciter le groupe Croissance pour cette initiative à travers laquelle et un domaine comme la finance est démystifié. Donc, un domaine qui, depuis quelques années de cela, paraissait inaccessible, mais à travers cette série d'activités, les gens comprennent mieux ce que c'est la finance, les finances publiques et l'économie en général. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour faire cette présentation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur une analyse des finances publiques sur le premier semestre 2021-2022-2023 et les perspectives pour 2023-2024. Alors, pour 2022-2023. Tout à fait, tout à fait. Et depuis 2020, le sommet s'ouvre à un plus large public parce qu'il est réalisé à la fois en présentiel, nous sommes ici à l'hôtel Marriott, et aussi en mode virtuel à partir de la plateforme haïtisommetfinance.com. Et il y a également l'autre plateforme consoeur, c'est la plateforme Profin TV qui diffuse en temps réel la programmation du sommet international de la finance. Ça me donne l'occasion de remercier notre public à Marriott qui a fait le déplacement pour cette deuxième journée. Donc, DG, donc vous allez pouvoir dans un instant entamer votre présentation et nous serons vraiment suspendus à vos lèvres pour savoir notamment l'analyse du premier semestre et les résultats de l'analyse du premier semestre et aussi les perspectives pour le second semestre. D'accord, merci. Donc, comme annoncé, la présentation que je vais faire, donc, je vais commencer par décrire le contenu et j'attends que la présentation apparaisse sur l'écran pour que je puisse vous dévoiler le contenu de cette présentation. Donc, quand on va parler des finances publiques, on ne saurait parler de finances publiques sans parler de budget, qui est l'outil principal, fondamental et en matière de collecte de recettes et de dépenses de l'État. Donc, je vais faire une mise en contexte du budget 2022-2023. Ensuite, je parlerai des grandes lignes du budget avec les perspectives macroéconomiques qui étaient retenues dans le budget, ainsi que les grandes masses du budget 2022-2023. Et comme ce budget-là a une particularité, c'est qu'il s'inscrit dans une perspective pluriannuelle. Donc, nous avons élaboré un cadre budgétaire à moyen terme et un cadre de dépenses à moyen terme également. Donc, je vais brièvement parler de ce cadre budgétaire à moyen terme, notamment les orientations du budget à moyen terme, les perspectives économiques, macroéconomiques pour 2022-2025. Ensuite, j'entrerai d'emblée dans la situation des finances publiques au premier semestre 2022-2023.
et la situation en termes d'environnement macroéconomique, la mobilisation des ressources, les dépenses budgétaires exécutées et le financement du budget, le solde de financement du budget. Et au final, je passerai sur les perspectives de la fin de l'exercice 2022-2023. Alors, il faut dire que le budget 2022-2023 a été élaboré dans un contexte macroéconomique vraiment, vraiment difficile. Donc, je ne vous apprends rien. Et vous qui êtes dans le pays, vous savez qu'il y a eu des tensions sociales répétitives au cours de l'année 2021-2022. La crise sanitaire avec la résurgence de la COVID-19. On a eu les catastrophes naturelles et la flambée des prix des produits de base et l'insécurité grandissante. Donc, tous ces facteurs-là ont marqué la situation macroéconomique dans laquelle on a dû préparer le budget 2022-2023. Ce qui a eu pour conséquence, c'est que le budget qui aurait dû être publié au plus tard le 30 septembre 2022 a été adopté et publié en décembre 2022. Donc, ça veut dire que l'un des principes en matière d'élaboration du budget, c'est le principe d'antériorité, qui veut que le budget soit élaboré et rendu disponible au plus tard le dernier jour avant sa mise en application. Donc, ce qui n'a pas pu être fait, malgré les efforts qu'on a eu pour lancer le processus dès le mois de juin, malheureusement, les événements du mois de septembre ont freiné cette activité qu'on a reprise à partir du mois de novembre et qui a donné lieu à l'adoption du budget et à sa mise en exécution au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2022-2023. Donc, le budget également est préparé dans un contexte difficile où on a eu la 4e année de contraction économique. Donc, on a eu des taux de croissance négatifs sur 4 ans. Le budget également, en termes de contexte, s'inscrit dans une perspective pluriannuelle, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire nous avons les prévisions budgétaires pour 2022-2023 et nous avons une perspective sur les 2 années à venir, 2023-2024, 2024-2025. Donc, c'est ce qu'on appelle un cadre budgétaire à moyen terme. Et ce cadre budgétaire à moyen terme qui comprend les grandes masses du budget, ce cadre budgétaire a été développé par les secteurs, les dépenses de chaque secteur sur les 3 années, pour avoir ce qu'on appelle un cadre de dépenses à moyen terme sur 3 ans, l'année en cours et les 2 années fiscales à venir. Donc, ce budget également s'inscrit dans le cadre de la signature d'un programme de référence avec le Fonds monétaire international qu'on appelle le Staff Monitored Program. C'est un cadre c'est une sorte de guideline qui permet de redresser la situation macroéconomique, les difficultés qu'on a eues depuis les années précédentes, et avec des objectifs en vue d'améliorer la situation socio-économique et remettre le pays sur une trajectoire, comme on l'a dit, pour rompre avec cette chute continue du PIB et pour avoir une croissance inclusive et durable. Donc, en termes de contexte du budget également, on ne saurait ne pas noter l'approbation de ce décaissement de 105 millions de dollars par le conseil d'administration du Fonds monétaire qui, dans le cadre du programme Food Shock Window, qui permet d'aborder les problèmes, surtout la crise alimentaire qu'on a eu suite à la flambée des prix des produits alimentaires. Donc, on a eu un décaissement de 105 millions de dollars qui est inscrit dans le budget national 2022-2023. Alors, quelles sont les perspectives macroéconomiques retenues dans le budget 2022-2023? Comme on l'a dit, on a eu 4 années de taux de croissance négatif. Donc, pour cette année, on a prévu un taux de croissance de 0,3%. C'est peu, mais par rapport à la chute qu'on a eue, c'est un effort considérable et d'atteindre un taux de croissance de 4% pour l'exercice fiscal 2022-2023. Comment on compte atteindre cet objectif de croissance? C'est tout d'abord la mise en œuvre du plan de relèvement intégré de la péninsule sud et la mise en œuvre également des programmes sociaux, justement, inscrits dans le budget pour améliorer le climat sécuritaire. Et l'amélioration également du climat sécuritaire.
Donc, dans le cadre du budget 2022-2023, il est prévu un niveau d'inflation de 30,5%. C'est-à-dire, à la fin de l'exercice, on espère que le taux d'inflation passera à 30,5%, alors qu'on a eu 38,7% pour l'exercice précédent. Donc, l'hypothèse qu'on a établie, c'est que les actions qui seront menées par le gouvernement auront des résultats vraiment probants et on espère que les périodes de crise ne continueront pas et le problème de pénurie de carburant qu'on a connu en 2021-2022, on espère que la situation sera différente. Donc, ce sont les hypothèses qu'on a établies pour ce niveau d'inflation de 30,5% au 30 septembre 2023. Donc, dans le cadre de ce budget, il est prévu des recettes fiscales qui seront collectées par l'Administration générale des douanes, la Direction générale des impôts, de l'ordre de 164 milliards de gouttes. Et alors qu'on avait prévu 120 milliards de gouttes en 2021-2022. Donc, dans ce budget également, un effort important est réalisé pour maintenir le financement de la Banque centrale à 33 milliards de gouttes, alors que ce financement se chiffrait à 49,3 milliards de gouttes en 2021-2022. Donc, ce graphique montre également ce que nous avons dit précédemment. Donc, on a un PIB qui a chuté sur les 4 années précédentes. Là, on prévoit avoir un taux de croissance de 0,3% en 2022-2023. Donc, ce tableau présente les grandes masses du budget. En matière de recettes, l'enveloppe globale du budget, c'est 267 milliards 500 millions de gouttes, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des recettes courantes de 164 milliards de gouttes. Le support budgétaire, qui est une partie de l'argent décaissé par certains partenaires techniques et financiers, mais qui vient directement en appui au Trésor public, est prévu à 9 milliards 131 millions de gouttes. Et l'annulation de la dette du FMI, quand on parle de l'annulation de la dette du FMI, c'est une dette qu'on avait remboursée, mais suite au séisme de 2010. Donc, cette dette a été annulée. Donc, alors, le FMI en a annulé cette dette et les ressources qui en sont découlées sont utilisées pour financer un ensemble de projets et d'infrastructures. Donc, c'est 1,3 milliard de gouttes, provient de cette annulation de dette qu'on utilise depuis 2010 pour financer, comme je le dis, des projets d'infrastructure. Donc, c'est 1,3 milliard de gouttes. Les autres financements internes de projets, nous avons d'autres sources pour financer les projets. Par exemple, le Fonds national pour l'éducation, le Fonds d'entretien routier, constituent ce qu'on appelle les autres financements internes des projets. C'est 4,3 milliards de gouttes. Maintenant, nous avons parlé des appuis budgétaires qui viennent directement au Trésor public, mais les bailleurs également interviennent en financement de certains projets et le montant correspondant au financement des projets par nos partenaires techniques et financiers, les dons et emprunts, se chiffre à 47,2 milliards de gouttes et les bons du Trésor, c'est 8,3 milliards de gouttes. Et comme on l'a dit tantôt, le financement monétaire, l'emprunt de la BRH est projeté à 33 milliards de gouttes. Ce qui est important de remarquer, c'est que c'est le poids des recettes courantes par rapport à l'enveloppe globale du budget. Et certaines fois, on dit souvent que le budget est financé et en grande partie par l'externe. Et bien, depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Les recettes courantes en elles-mêmes, c'est 61,3% de l'enveloppe globale du budget. Il y a les recettes internes et il y a les ressources domestiques. Quand je dis les recettes internes, c'est les 164 milliards de gouttes qui sont collectés par les organismes de perception et certaines dividendes que l'État perçoit sur les entreprises dont il est actionnaire. Donc, quand on ajoute les recettes courantes aux fonds qui sont liés à l'annulation de la dette du FMI, au financement interne des projets, on a un ensemble de ressources qu'on appelle les ressources domestiques qui sont de 211 milliards de gouttes. Donc, et on a des ressources externes de 56 milliards de gouttes. Ce qu'il faut noter, c'est que les ressources domestiques représentent 79% de l'enveloppe globale du budget et les ressources externes représentent 21,1% du budget. Donc, c'est important de noter cet effort, bien que, en termes de pondération, on constate une baisse par rapport à l'année dernière. On était à 86,5%, maintenant on est à 79%. Mais cette baisse est due justement aux 105 millions
de dollars qu'on on a obtenu qui fait augmenter la masse et qui fait diminuer en fait la pondération à travers l'enveloppe globale du budget 2022-2023. On y va. Donc ça, c'est ce graphique qui montre comment sont réparties les recettes courantes. Donc, l'administration générale des douanes collecte 55% de l'enveloppe des 164 milliards de gouttes et 45% est collecté par la Direction générale des impôts. Une infime partie représente les autres ressources domestiques, c'est-à-dire les ressources qui proviennent de la participation de l'État dans certaines entreprises dont il est actionnaire. Donc, on a parlé tout à l'heure des ressources externes du budget. Donc, tout d'abord, il y a les appuis budgétaires directs qui sont promis par les bailleurs comme la Banque mondiale et l'Union européenne. Et on a le financement direct des projets qui, comme des bailleurs comme la Banque mondiale, la BID, l'Union européenne, le Canada, la France et les États-Unis. Donc, voilà comment sont réparties les ressources externes du budget, comme je vous dis, qui représentent 21% de l'enveloppe globale du budget 2022-2023. Donc, là encore, ce graphique montre comment sont répartis les autres financements externes des projets, internes des projets. Pardon, je vous avais dit que ces sources de financement sont tout d'abord le Fonds d'entretien routier, le Fonds de développement du tourisme, l'annulation de la dette du FMI et le Fonds national pour l'éducation, avec les montants respectifs 1,4 milliard pour le Fonds d'entretien routier, 260 millions pour le Fonds de développement touristique, l'annulation de la dette, c'est 1,3 milliard et le Fonds national pour l'éducation, c'est 2,7 milliards d'euros. Maintenant, on a les ressources d'une part et la projection des dépenses d'autre part. Donc, évidemment, le montant total des ressources est toujours égal au montant total des dépenses. Mais ce qu'il faut constater, c'est que les dépenses courantes, c'est 155 milliards de gouttes, alors que les dépenses en capital sont 112,4 milliards de gouttes. Donc, les dépenses courantes augmentent de 9,2%, alors que les dépenses de capital augmentent de 63,9%, qui est un effort considérable en termes de répartition et de l'enveloppe budgétaire globale. Mais la part la plus importante des dépenses courantes, c'est les dépenses de personnel, et on le dit souvent, le poids des dépenses de personnel est vraiment important au niveau des recettes, dans l'enveloppe globale et dans l'enveloppe des dépenses courantes, parce qu'on a un effectif de 110 millions de fonctionnaires. Donc, si on ajoute les contractuels qui sont autour de 25% de ces 110 millions, donc c'est ce qui fait qu'on a une masse salariale relativement élevée par rapport aux autres postes de dépenses dans le budget en général et dans le budget 2022-2023 plus particulièrement. Donc, nous avions fait ce graphique pour voir comment sont répartis les crédits, les projections de dépenses par institution. Et vous pouvez constater que la barre la plus élevée, c'est le service de la dette, parce qu'effectivement, on a contracté des dettes pendant les exercices antérieurs qu'on est obligé de rembourser, donc, pour ne pas affecter la crédibilité de l'État. Et le deuxième poste le plus élevé, c'est le ministère des Affaires sociales qui gère les programmes sociaux. Donc, c'est le ministère qui occupe la plus grande part après, parmi toutes les institutions qui émargent au budget de l'État. Donc, ça, c'est la répartition des crédits par entité administrative, c'est-à-dire l'ensemble des ministères et l'ensemble des institutions de rang assimilé. Donc, nous avions parlé du cadre budgétaire à moyen terme, c'est-à-dire ce budget 22-23 est accompagné de projections sur 3 années. Donc, la première année, qui est l'année avec plus de précision, et les 2 autres années qui sont à titre indicatif, parce qu'ils seront modifiés au fur et à mesure. L'exécution du budget de cette année va permettre de corriger, s'il y a lieu, les projections des 2 années suivantes. Donc, dans le cadre de ce budget, du cadre budgétaire à moyen terme, les orientations sont les suivantes. Tout d'abord, il est prévu d'implémenter les programmes sociaux sur les 3 ans, notamment à travers le programme national de protection et de promotion sociale, et pour mitiger les effets de l'inflation,
parce qu'on sait on l'a vu que l'inflation est très élevée, et pour faire en sorte que les plus pauvres puissent avoir accès à un ensemble de programmes et développés par le gouvernement dans un souci de combattre l'insécurité alimentaire et créer des conditions pour mettre en œuvre un ensemble de réformes budgétaires. En termes d'orientation du cadre budgétaire à moyen terme, il est prévu, comme on a parlé tout à l'heure, de la mise en œuvre du plan de relèvement intégré de la péninsule sud, qu'on appelle le PRIPS, et qui a été vraiment ravagé par le tremblement de terre du 14 août 2021. Et en termes d'orientation toujours à moyen terme, c'est le financement des campagnes agricoles pour mitiger la hausse anticipée de l'inflation, et la lutte contre la contrebande, le financement du terrorisme et le blanchiment des avoirs. Toujours parlant des orientations du cadre budgétaire à moyen terme, donc, on retient également l'extension du programme de départ volontaire et à la retraite. Donc, vous savez qu'on a une administration publique qui est vieillissante. Donc, le gouvernement a lancé un programme de départ volontaire à la retraite pour rajeunir en quelque sorte la fonction publique, mais également contenir les dépenses de salaire, comme on l'a vu tout à l'heure, qui constitue un poids important à travers l'enveloppe globale du budget. Et il est aussi prévu que l'administration publique, parce que nous avons une administration publique avec des textes légaux, des textes organiques, comme on dit, qui datent de 87, de 80, de 70, etc. Donc, si on veut faire de bonnes dépenses, on doit avoir une administration publique structurée à cet effet. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu pendant les années à venir, à partir de cette année et les années à venir, de rénover le cadre général de l'administration publique en révisant les textes qui les constituent pour avoir un cadre, une administration publique adaptée aux besoins de l'heure. Donc, les objectifs à moyen terme, dans le cadre, surtout quand on parle du cadre budgétaire à moyen terme, c'est la pression fiscale qui est aujourd'hui à 5,5%. On espère la faire passer à 6,9% d'ici 2024-2025. Je dois vous dire que nous avons le taux de pression fiscale le plus faible dans la région. Donc, c'est petit à petit qu'on essaie de faire en sorte que la pression fiscale puisse augmenter. Donc, pour l'instant, on est à 5,5%. Donc, il est prévu également de ramener l'inflation annuelle à 13,5%, de 38,7 à 13,5% sur les 3 années du cadre budgétaire à moyen terme. Donc, on va faire des efforts également, comme on a parlé des dépenses de personnel qui seront contenues. Donc, globalement, on va essayer de contenir les dépenses courantes également pour donner plus d'espace budgétaire aux dépenses d'investissement qui peuvent à elles même favoriser la croissance. Donc, les dépenses d'investissement devront être ramenées à 1,7% du PIB, alors que ces dépenses-là, aujourd'hui, sont 0,3% du PIB. Donc, en termes de financement, l'idée, on a parlé du financement de la Banque centrale, mais dans le cadre budgétaire à moyen terme, on a prévu également de baisser au fur et à mesure ce financement de la Banque centrale qui est, comme vous le savez, nocif pour l'économie. Donc, on devra le ramener à 0,3% d'ici à 2025. Et finalement, les émissions des bons du Trésor devront passer à 1,5% alors qu'ils sont de 0,6% en 2022-2023. Donc ça, c'est le graphique qui montre la trajectoire qu'on projette sur les 3 prochaines années. Donc, un taux de croissance de 0,3% pour 2022-2023, un taux de croissance de 1,5% pour 2023-2024 et de 1,7% pour 2024-2025. Voilà les prévisions sur sur l'année en cours et les 2 années à venir. Donc, maintenant, parlons de la situation et des finances publiques au premier semestre, c'est-à-dire sur les 6 premiers mois de l'exercice. En matière de recettes, il faut dire que les informations sont satisfaisantes, puisque là, sur les 6 premiers mois de l'exercice fiscal 2022-2023, nous avions les ressources collectées sont de loin plus importantes
que celles qui ont été collectées à la même période de l'exercice fiscal 2021-2022. Là, on est à 84,7 milliards de gouttes sur les 164 milliards de gouttes, alors que au premier semestre de l'année dernière, on était à 56,7 milliards de gouttes. Donc, les recettes collectées par l'administration générale des douanes et la direction générale des impôts ont augmenté de 47% par rapport à la même période de l'exercice fiscal 2021-2022. Donc, par rapport, on a augmenté de 47%, les recettes ont augmenté de 47% et on est déjà à mi-chemin, à mi-parcours de l'exercice, on est déjà à près de 52% des recettes collectées par les organismes de perception. Donc, vous pouvez voir la performance. La meilleure performance se trouve au niveau de l'administration générale des douanes avec 61,3%. Pour la DG, c'est 51,5%, appréciable également. Alors, en matière de recettes domestiques, nous avons 4 sources principales. Les recettes qui sont collectées par la Direction générale des impôts, les recettes qui sont collectées par l'administration générale des douanes, et nous avons des recettes qui proviennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des dividendes de l'État, c'est ce qu'on appelle les recettes diverses, et on a les recettes pétrolières. Donc, c'est là vraiment que l'objectif n'est pas vraiment atteint, puisqu'on est à seulement 21% des recettes pétrolières, alors que pour les autres postes, et pour les deux organismes de perception, on dépasse les 50% de collecte sur l'exercice fiscal 2022-2023. Donc, on peut voir à travers ce tableau, non seulement on a parlé des recettes et des dépenses. Donc, en termes de dépenses courantes, pour les dépenses de personnel, on est à 41,8% des dépenses de personnel. Les dépenses de biens et services sont à 39%. Donc, on a une hausse de 9% pour les dépenses de personnel et pour les dépenses de biens et services. Donc, les dépenses de personnel, on peut expliquer l'augmentation par l'ajustement salarial qu'il y a eu en avril 2022, donc, dont les répercussions continuent sur le budget 2022-2023. Donc, ce qui explique cette augmentation assez légère quand même de 9,4%, puisqu'il y a une maîtrise de ces dépenses en raison du programme de départ et volontaire à la retraite. Donc, ça fait contenir vraiment les dépenses de personnel à un niveau. Donc, 9%, c'est acceptable en termes de taux de croissance. Donc, les dépenses de subvention ont baissé de 42,9% et les intérêts de la dette ont augmenté de 6,38%. En matière de dépenses de capital, quand on parle de dépenses de capital, c'est les dépenses de programmes et projets, les dépenses d'investissement, les immobilisations, les dépenses qui sont liées à l'acquisition de bureaux, de meubles, d'ordinateurs, etc. Et l'amortissement de la dette, c'est-à-dire les versements partiels sur le stock de la dette que l'État a contracté envers l'international et envers les bailleurs locaux. Donc, voilà l'amortissement de la dette. Donc, pour les programmes et projets, on a une augmentation de 191%. Il faut dire que cette augmentation est surtout liée aux programmes sociaux dont les décaissements commencent à se faire, et l'amortissement de la dette également qui a augmenté de 727%. Donc, un zoom sur les dépenses de capital, alors les dépenses de projet surtout. Sur le trésor public, on a 26 milliards de gouttes de dépenses. On est à 8,5 milliards de gouttes au premier semestre. Donc, le solde est de 17 milliards de gouttes avec un taux d'exécution d'environ 32,6% et une variation de plus de 500% des dépenses de programmes et projets financés par le trésor public. Donc, toujours, on parle de la situation budgétaire au premier semestre, la situation des finances au premier semestre. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'augmentation des dépenses d'investissement sur le trésor public sur la période traduit des efforts du gouvernement dans l'intensification des programmes sociaux, comme je le disais tantôt, et des efforts également pour la sécurité, parce qu'une bonne partie de ces dépenses est effectuée au profit de la police nationale d'Haïti. Donc, le financement monétaire est
maîtrisé jusque-là, au premier semestre 2022-2023. Là, on est à 6,5 milliards de gouttes, alors que l'année dernière, on était à 18,8 milliards de gouttes en 2021-2022. Donc, le financement monétaire a été réduit de 65% et un glissement annuel. Et les bons du Trésor qui permettent de financer une partie du déficit budgétaire sont exécutés à hauteur de 77,8 milliards de gouttes. Donc, mais en termes nets, on peut dire que les bons, même si on a 77,8 milliards de gouttes, mais en termes nets, c'est la différence entre 79, c'est autour de 2 milliards de gouttes. Donc, 1,2 milliard de gouttes pour la situation nette des bons du Trésor émis. Maintenant, on est au premier semestre. Maintenant, on regarde vraiment comment va être le second semestre, parce que très bientôt, il faudra élaborer le budget 2023-2024. Donc, quand on élabore le budget, on tient compte des informations passées, des projections sur l'année en cours, pour pouvoir asseoir les projections sur l'année à venir. Donc l'indice l'IKE qui est là, maintenant, on n'a pas encore les informations parce que c'est annuel qu'on a les informations sur la situation macroéconomique, mais on peut également anticiper un ensemble d'évolutions en matière de la situation, puisqu'on a, avec la situation d'insécurité dans le pays, certaines entreprises ont fermé leurs portes. Donc, ça va affecter en quelque sorte l'activité économique. Donc, il est fort probable qu'on ait vraiment une baisse de cet indice d'ici la fin de l'exercice. Cependant, avec les programmes sociaux, c'est vraiment un ouf de soulagement en faisant l'hypothèse que le programme sera fait à un rythme vraiment appréciable et que les promesses des barrières, parce que là, je vous ai parlé des recettes, des efforts qu'on a fait au niveau national, mais jusqu'à présent, le manque à gagner se trouve toujours pour certains bailleurs, les appuis budgétaires, donc ne sont pas vraiment au rendez-vous. On espère que d'ici le second semestre, il va y avoir un renversement de la situation pour qu'on ait une situation macroéconomique beaucoup plus mieux, beaucoup mieux que celle qu'on a eue l'année dernière. Donc, si on regarde l'exécution des recettes sur l'exercice passé, si on fait une projection de la tendance, on peut espérer collecter 169 milliards de gouttes contre les 564 qu'on avait prévu dans le budget. Donc, les tendances, en projetant la tendance, on peut simplement par arithmétique, en espérant qu'il n'y a aucun trouble, aucune crise encore à venir sur le réseau d'exercice, on aura, ce qui ne s'est pas produit depuis plusieurs années, des recettes supérieures aux prévisions. Donc, on espère collecter 169 milliards de gouttes sur la fin de l'exercice fiscal, toujours avec les efforts des organismes de perception, de la DG et de la douane. Donc, c'est pour ça qu'on espère avoir l'évolution vraiment satisfaisante au niveau des recettes à collecter par les organismes de perception. Malheureusement, on ne peut pas faire la même chose pour les dépenses. Donc, il ne suffit pas de regarder le montant exécuté pour dire que les dépenses vont suivre le même rythme, parce qu'il y a un ensemble d'aléas qui agissent sur l'exécution des dépenses. Donc, mais pour les dépenses de fonctionnement, on est sûr que les dépenses de personnel, puisque l'effectif est déjà là, donc les dépenses de personnel vont continuer à être exécutées au même rythme. Surtout, peut-être, il y aura une baisse en raison des départs d'une bonne partie du personnel dans le cadre de l'Humanitarian Parole et justement au programme de départ à la retraite. Les dépenses de biens et services, et comme c'est le cas depuis plusieurs années, d'un contrôle vraiment rigoureux au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, parce que justement, on essaie d'ajuster les dépenses en fonction des recettes collectées. Donc, les dépenses vont suivre un rythme, mais avec toujours un contrôle approfondi, l'application du visa préalable des contrôleurs financiers et une gestion de trésorerie vraiment qui permet d'éviter les dérapages macroéconomiques, surtout des déficits non contrôlés. En matière de dépenses d'investissement, on espère que les dépenses relatives aux programmes sociaux vont continuer, mais ces dépenses-là, n'oubliez pas que
tout décaissement en matière budgétaire est assujetti à la soumission de pièces justificatives. Donc, le rythme de cette dépense-là évolue en fonction de la capacité des secteurs à fournir les pièces justificatives sur les montants qui leur sont alloués avant. Donc, avant de faire un prochain décaissement, le secteur doit produire des pièces justificatives. C'est au rythme de la soumission de ces pièces qu'on peut voir comment va évoluer les dépenses de capital. Donc, je pense qu'en gros, c'est ce que j'avais à dire sur la situation des finances publiques sur le premier semestre, les projections sur le second semestre. Donc, je vous remercie tout un chacun pour votre attention. Merci beaucoup, DG. Donc, il y a une bonne partie du public qui est composée d'étudiants de différentes facultés et différentes universités. Si j'ai bonne mémoire, il y a Notre-Dame, c'était PEA. Peut-être qu'on va leur laisser l'opportunité de poser quelques questions par rapport à la présentation qu'ils viennent de suivre. Avec plaisir. Donc, si vous avez des questions dans le public pour le directeur général Silin, donc c'est le moment de vous manifester. Donc, on va prendre jusqu'à 3 questions. Donc, avant de passer... Ah, il y a plus de 3 questions. Donc, on commence par Madame, là-bas. Bonjour. On va commencer par un journaliste, malheureusement. Je ne suis pas Désolé, monsieur le directeur général, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Je m'appelle Jean-Daniel Sénat, je travaille pour le journal Le Nouvelliste et la radio Magique 9. Vous prévoyez une hausse des recettes au niveau fiscal et entre 164, c'était ça qui était prévu, mais ça peut passer jusqu'à 169 si j'ai bien entendu. Maintenant, en même temps, vous venez de dire que les appuis budgétaires, on devrait faire plus parce que ces appuis-là ne sont pas au rendez-vous. Concrètement, est-ce qu'on se dirige vers un déficit budgétaire comme c'était le cas l'année dernière ou ce déficit-là, on va s'en passer? À quoi doit-on s'attendre? Merci beaucoup, M. Sénat. Je pense qu'on va prendre les questions par groupe de 3. Comme ça, on ira beaucoup plus vite. Donc, madame ici, OK, merci de lui passer le micro. Bonjour, je suis Stéphanie Wilcox-Joseph. Je suis une étudiante du CTPEA. Alors, j'ai 2 questions. La première, vous avez présenté les perspectives des recettes concernant l'administration générale des douanes et aussi la DGI, et vous avez présenté l'état actuel du premier semestre 2022-2023. Alors, j'aimerais savoir, compte tenu du programme humanitaire institué par le président Biden, est-ce que ce programme, à partir des recettes collectées sur les timbres des passeports, n'a pas vraiment apporté beaucoup d'apports en termes de recettes budgétaires pour la DGI? Maintenant, ma question, c'est que est-ce que sans ce programme, parce que je sais qu'il y a une hausse, bon, je suppose qu'il devrait y avoir une hausse, est-ce que sans ce programme, la DGI, avec son taux de 41%, si je ne m'abuse, serait beaucoup plus bas? Deuxième question. Vous avez présenté plusieurs objectifs, parmi lesquels augmenter la pression fiscale, diminuer l'inflation, augmenter les dépenses d'investissement. Mais compte tenu de la situation actuelle, j'aimerais savoir par quels moyens et à partir du gouvernement ou bien à partir de la direction du budget, vous comptez atteindre ces objectifs. Merci. OK, on prend une 3e personne. OK. Bonjour. Merci à vous. Je suis David Nathanaël, étudiant au CTPEA. Pouvez-vous me parler un peu plus sur l'extension du programme de départ volontaire à la retraite? Merci. OK, d'accord, DG. Je vous remercie pour vos questions, les unes plus brillantes que les autres. Donc, je commence par le commencement. Donc, alors, pour parler du déficit ou bien d'excédent qu'on espère, alors,
il faut dire que le budget, comme je l'avais présenté, il y a les différentes sources de financement. Alors, bien entendu, on a les ressources domestiques, qu'on appelle les recettes courantes, par exemple, par la DG et par la douane. On a également deux sources de financement qui sont ajustables, c'est-à-dire les bons du Trésor et le financement de la Banque centrale. Donc, dépendamment de... Parce qu'on joue sur ces deux sources de financement, dépendamment de l'évolution des recettes ou de l'évolution des dépenses. En fait, le résultat qu'on aura, si on a plus de ressources et de recettes courantes, eh bien, c'est sûr que l'effet va se sentir sur, vous avez vu vraiment que avec l'augmentation des recettes de la DG et de la douane, on a un financement monétaire et un financement du budget très faible. Donc, c'est sur ces paramètres qu'on joue à chaque fois qu'on a une variation, soit à la hausse, soit à la baisse. Dès que les recettes augmentent, on baisse parce que le financement, comme on a des dépenses importantes, incontournables, c'est pour ça qu'on est obligé de se tourner vers la banque. Mais dès que les recettes arrivent au rendez-vous, sont au rendez-vous, on utilise de moins en moins le financement interne de la Banque centrale, surtout qu'on a un pacte de gouvernance qui est signé avec la Banque centrale, justement pour contrôler également ce niveau de financement, comme je l'ai dit tantôt, qui est nocif pour l'économie. Et bon, effectivement, je m'attendais à cette question, l'impact des timbres, alors des recettes qui proviennent des timbres de passeport. Donc, on est en train de faire l'analyse pour voir vraiment, parce que vous savez également, bon, vous êtes haïtien et tout comme moi, vous savez la capacité qu'ont les gens pour contourner le fisc, ce qui fait que effectivement, sans cette augmentation de demande de passeport, on aurait des recettes beaucoup moins importantes, mais il ne faut pas oublier ce qui est fondamental dans la perception des recettes, c'est l'effort que font les organismes autonomes pour les organismes de perception, pardon, pour forcer ou bien encourager les gens qui ont des dettes énormes depuis des années à payer. Donc, c'est cette campagne qui est en train d'être menée, c'est ça qui est à la base des recettes, d'augmentation des recettes, surtout au niveau de la douane et au niveau de la DG également. C'est faire en sorte que ceux qui doivent à l'État, ceux qui doivent le fisc, doivent rembourser. Donc, c'est ça. Mais effectivement, on ne peut pas négliger l'impact qu'ont les recettes qui proviennent des demandes de passeport sur les recettes collectées par l'administration générale des douanes et par la direction générale des impôts. Pardon. Donc, vous avez également demandé par quels moyens nous comptons atteindre les objectifs qui sont fixés. Donc, l'une des hypothèses fondamentales que nous avons émises dans le budget, c'est la situation sécuritaire. Donc, si la situation sécuritaire n'est pas redressée, donc il est difficile d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, les difficultés d'approvisionner certaines parties du pays parce qu'il n'y a pas de route, etc. Donc, tout ça va entraver les objectifs que nous avons et qui sont inscrits dans le budget. Donc, on a parlé du plan intégré, du plan de relèvement intégré du Sud, alors de la péninsule Sud. Si on arrive à mettre en œuvre ce programme, le programme social également, c'est sûr que on pourra atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans ce cadre budgétaire à moyen terme. Donc, la dernière question qui concerne le programme de départ à la retraite, donc c'est un programme qui a été initié depuis l'année 2020-2021. Donc, l'idée, c'est encourager les gens qui ont atteint l'âge, parce que la législation actuelle stipule que les gens qui ont atteint l'âge de 58 ans et qui ont 5 ans au moins dans l'administration publique peuvent faire valoir leur droit à la retraite. Donc, on n'a pas encore d'outils légaux pour contraindre la personne à laisser, même si la personne a 70 ans ou bien, même si elle a atteint l'âge requis. Donc, c'est pour ça qu'on a mis sur pied ce programme pour encourager les gens à travers une somme qu'on leur accorde, pour les encourager, parce que généralement, la difficulté qu'ont les gens pour partir, c'est que une fois qu'ils laissent, ce qu'ils vont avoir comme pension, comme retraite, c'est assez faible. Donc, ils ne peuvent pas
vivent, c'est difficile pour eux de survivre après leur départ. Donc ils sont accrochés à ce travail. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de leur donner quelque chose pour qu'ils puissent se reconvertir, et faire leur propre business, etc., pour que ces gens-là puissent survivre après avoir laissé la fonction publique. D'accord, merci beaucoup, TG. Là, on va faire une seconde ronde de 3 questions. Donc, je vais de ce côté avec Madame. Première rangée, Madame Gris. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christophia, je suis étudiante en économie à l'Université Notre-Dame. Et directeur, merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment super. Alors, j'ai 2 questions pour vous. La première question, c'est que, je vais juste faire un petit résumé de ce que je sais moi. Donc, je sais qu'en 2018-2019, on a eu un taux de croissance économique de moins 1,7%. 2019-2020, moins 3,3%, 2020-2021, moins 1,8%, et puis 2021-2022, moins 1,7% selon l'IHSI. Donc, ma question, c'est pas par rapport avec le taux de croissance économique, mais c'est plutôt par rapport à la situation et d'insécurité dans le pays. J'aimerais savoir quelle est l'allocation de ressources pour la police nationale d'Haïti. Et puis, ma deuxième question, c'est par rapport au financement de la BRH. Donc, est-ce que vous croyez que ce financement de la BRH, qui, je dois noter qu'en 2021, avait une augmentation avait atteint 28,7 milliards de gouttes, est-ce que ce financement participe à cette situation d'hyperinflation qu'on vit aujourd'hui en Haïti? Merci. OK. Monsieur derrière, ensuite. Monsieur. Bonjour. Étudiant Désiré Richter Cinéus, étudiant en économie à la faculté de droit et des sciences économiques. Monsieur le directeur, moi saluer vous et puis tout, moi féliciter pour l'intervention là. Moi rappelez-moi en 3e année avec quelques camarades donc qui là dans salon, côté que nous travaillons maintenant sur 6 exercices fiscaux si je ne me trompe pas, donc c'est de 2011 à 2016. Mais nous avons regardé, c'est presque le même constat. Nous avons regardé dépenses, et comme sur le budget, il répartit un budget, alors budget, disons, il répartit un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Mais là, nous avons regardé les résultats, c'est comme si le budget a licencié un budget d'investissement, alors un budget de fonctionnement au lieu d'un budget d'investissement. Et puis, tout parler de l'annulation de la dette. Alors, je prends et puis je pose une question. Maintenant, côté que FMI, je crois que vous chiffrez il y a 1,3 milliard de gouttes. Donc, côté que FMI, donc, lui, retire des ça pour Haïti. Et puis, le financement monétaire, donc, c'est même constat toujours dans le budget. Côté que vous toujours que l'État haïtien la manque. Maintenant, c'est la Banque centrale qui est obligée de venir au recours. Et puis, tout, il y a une soutenabilité de la dette. Maintenant, là où parlez de taux d'intérêt, par exemple, taux de croissance 2023, maintenant qui 0,3%. Mais taux d'intérêt de la dette, nous ne connaissons pas. Maintenant, ça permet que, est-ce que, alors pour nous, t'as dit, donc là, on suppose que, donc, taux d'intérêt dette dans l'IPO, ça veut dire que la situation vient de montrer que, donc, nous, avons fait face à l'insoutenabilité de la dette. Et puis, tout l'autre problème, là, c'est le déficit budgétaire, là. Est-ce qu'on a dit, nous, monsieur le directeur général, qui le Haïti a suspend avec tout problème, ça, yo? Moi, je crois que la question est claire, mais c'est fait mise en contexte. Donc, je pense que vous avez une position pour mieux répondre. Parce que, en tant qu'étudiant en économie, on a fait analyse, maintenant ça va nous tête faire mal. Chaque année, comme si c'est le même résultat. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on prend la dernière question de cette seconde ronde. Bonjour à tous, je suis Sébastien Saillon, étudiant à l'ENST, École nationale supérieure des technologies en sciences de gestion. Donc, ma question pour vous, monsieur le directeur, c'est que le budget a été mis en exécution en décembre, donc soit 3 mois plus tard.
et ça a été consulté ou bien les consultations ont été faites avant le lock et maintenant avant une très grande crise d'énergie depuis tantôt 6 mois, une forte inflation et une forte insécurité. Peut-on dire maintenant que les perspectives que vous avez faites ne sont pas faussées maintenant, car il y a plus d'entreprises qui sont fermées? Il est vrai que la DGA a beaucoup plus de taxes, mais ce n'est pas une augmentation du taux. Donc, est-ce que les perspectives vont-elles toujours tenir pour les 2 prochaines années, comme vous le dites? Okay. Merci, M. le directeur général. Merci beaucoup. Donc, alors, la première question qui concerne l'allocation à la PNH, donc, je peux toujours communiquer ces chiffres. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Bon, j'ai fait beaucoup d'efforts pour regarder les chiffres, mais ce n'est pas toujours évident. Mais je vais quand même parce que vous avez vu le slide qui présentait la répartition du budget par institution. Donc, la police nationale relève du ministère de la Justice, de la Sécurité publique. On peut voir, et je vous donne une idée avec le ministère de la Justice, comme ça, vous allez voir, mais ce que représente. Alors, après, je pourrais toujours vous communiquer les recettes, alors le budget de la police nationale d'Haïti. Donc, le ministère de la Justice vient en 4e rang, après la dette publique, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Éducation nationale. Donc, l'enveloppe allouée au ministère de la Justice est de 28 milliards de gouttes, 28,8 milliards de gouttes. Donc, après, je pourrais toujours vous communiquer le montant spécifiquement alloué. Et si vous voulez, après la rencontre, je peux même aller sur ma tablette et vous communiquer le chiffre relatif, alors le chiffre du budget de la police nationale d'Haïti. Donc, vous avez fait le lien vraiment entre le financement monétaire et l'inflation. Alors, vous avez demandé est-ce que ce ne sont pas les résultats du financement? Effectivement, il y a un lien étroit entre le financement monétaire et l'inflation, mais ces derniers temps, on a constaté que l'inflation que l'on observe maintenant n'est pas due, puisque le financement monétaire est très faible, on l'a dit tout à l'heure, et il faut remarquer que quand on parle d'inflation, il y a un rapport entre offre et demande. Et quelqu'un a parlé des entreprises qui sont en train de fermer leurs portes. La difficulté d'alimenter les produits se raréfie puisqu'on ne peut pas traverser certaines zones. Donc, dès que les produits n'arrivent pas à circuler, donc il y a une pression sur la demande, ce qui fait que les prix augmentent automatiquement puisqu'il y a la rareté s'installe. Donc, ce n'est pas mon ami de la Banque centrale va peut-être en parler dans sa présentation, mais ces derniers, surtout l'exercice en cours, on a constaté que le financement monétaire est très faible et que l'inflation ne peut pas être reliée directement au financement du déficit budgétaire qu'on essaie de contenir et qu'on a contenu jusque-là. Pour les amis qui fait on dresse un tableau de situation et budgétaire là, fonctionnement, investissement et dette publique, déficit budgétaire. Donc bon, on a remarqué que moi prends budget longtemps, moi faire l'évoluer pour nous garder que effectivement nous pas sortir dans une situation du jour au lendemain, mais nous faisons effort pour que nous gagnions. À l'époque, le budget était financé à 60% par l'international, qu'on y a nous à 21%. Donc, nous avons aller au fur et à mesure pour nous que nous sommes moins dépendants possible de ressources externes. On a remarqué tout le financement de la Banque centrale là, nous continuons de baisser au fur et à mesure. Et un objectif que nous fixé, c'est que dans quelques années, il faut que nous arrivions au niveau où le financement, son financement zéro. Mais là où font paquet d'années a subi les conséquences de pratique qui était quasi négative. Donc, on prend temps pour relancer, pour arriver dans une situation idéale là. Mais il faut me dire, pas un pays qui a dit que la cherche un excédent budgétaire. Donc, c'est pas un excédent budgétaire. Il y a tellement de problèmes dans le pays. Donc, nous ne sommes pas capables de nous calculer avec excédent budgétaire, mais nous chercher pour ne pas avoir un financement malsain de déficit ça, et puis canaliser plus recettes vers dépenses de capital. Parce que c'est un problème qu'on gagne, c'est dépenses courantes à financer,
ça veut dire que vous n'y allez pas investir. Si vous pas investir, vous pas prendre croissance. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on a fait, c'est effort ça qu'on a fait. Par contre, si vous voyez bien dans ça nous présenter dans le budget, il faut en faire pour augmenter les dépenses de capital, pour ne pas gagner un déficit. Mais comme c'est un déficit qui t'a fait pour financer ces dépenses de capital, il a un impact positif sur l'économie. Pour la dernière question, effectivement, nous avons lancé le budget en juin, le budget a venu camper en septembre. Mais là, nous faire budget commencer le budget à partir de novembre, nous révisons toute hypothèse. C'est-à-dire que l'hypothèse qui était définie préalablement, nous avons préparé le budget dans la fin exercice fiscal 2021-2022. Là, nous recommençons tout, nous actualisons l'hypothèse à la situation et macroéconomique qui découlait après crise. Donc, ça veut dire que nous faisons en sorte pour nous être plus proche possible de réalité. Parce qu'on a fait hypothèse, nous avons fait 3 scénarios. Un scénario pessimiste, un scénario réaliste, un scénario volontaire. Volontaire, ça veut dire que nous disons que mais il faut nous faire pour atteindre tel ou tel résultat. Donc, nous essayons autant que faire se peut pour que nos prévisions soient tout proches de réalité et tenir compte de réalité. Merci. Merci beaucoup, DG, et ça fait un plaisir que tu aies apprécié l'exercice ça qui permet que les étudiants posent des questions. Donc, c'est une innovation que Sommet Finance a instituée depuis quelques années déjà. Donc, c'est permettre que les étudiants viennent participer, viennent suivre, poser des questions, initier dialogue là, parce que dans le débat, qu'a fait sur politique publique, politique budgétaire, politique fiscale, eh bien, il faut que ce débat soit inclusif le plus que possible pour tout le monde participer. Et d'ailleurs, étudiants autour, c'est futurs agents économiques dans le pays. Donc, il faut que tout le monde soit capable de participer. Et surtout, c'est futurs têtes pensantes. Donc, c'est initié. On te dit ça dans le début, introduction là. Donc, c'est groupe croissance à travers l'initiative ça à permettre que tout ça gagne avec l'économie et la finance, il n'est pas apanage d'un petit groupe privilégié, mais pour que le débat capable d'être transversal et traversé et presque tout pan dans la société. Merci beaucoup et c'est là que nous avons conclu la présentation et nous allons passer et micro avec Banque centrale qui va faire une présentation, la politique monétaire, le dilemme entre la croissance et la stabilité. Oui, alors, moi, remercie nous tous et moi, remercie les participants. Donc, moi, vraiment féliciter nous pour les questions que nous posons. C'est des questions qui sont vraiment très pertinentes. Mais je dis nous, le débat n'a pas arrêté là parce que pour la direction générale du budget ouvre à tout le monde, étudiants, professionnels, etc. Et nous avons un site, c'est budget.gouv.ht. Toute information budgétaire que nous avons besoin, nous publions sur le site ça. Et non seulement ça, nous avons un espace pour nous poser des questions. Nous avons une page Facebook, nous avons une page Twitter. Nous sommes capables d'échanger. Et moi-même, je suis très ouvert pour m'échanger avec quel que soit mon nom sur des questions d'ordre budgétaire. Donc, porte-moi ouvrir encore une fois. Merci à vous tous. Félicitations. Merci, Groupe Croissance. Merci. Et voilà ce qui met fin à la première présentation pour cette deuxième journée du Sommet international de la finance, la 13e édition, dont le thème retenu cette année est Financer l'éco 2, développement, l'économie et l'écologie. Vous suivez la plateforme haïtisommetfinance.com et nous sommes également en présentiel à l'hôtel Marriott. Bonne participation et bonne suite de programmation. Merci à tout le monde. Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti BRH et le Centre de facilitation des investissements CFI vous annoncent la tenue de la 13e édition du Sommet international de la finance du 17 au 19 avril 2023 à Marriott Hotel et online. Le thème retenu cette année est « Financer l'éco-développement en Haïti ». Entendez par là, financer l'économie et l'écologie pour le développement d'Haïti. Comment retrouver la voie d'une croissance économique soutenable et inclusive après 4 années consécutives de contraction du produit intérieur brut ayant conduit à la détérioration des conditions de vie de la population haïtienne? Comment faire face aux défis posés par le changement climatique pour les économies insulaires? Comment assurer la transition énergétique? Comment l'économie haïtienne pourrait bénéficier des nouvelles mesures adoptées par les États-Unis pour raccourcir certaines chaînes d'approvisionnement de secteurs clés de leur économie? Autant de questions et d'opportunités qui seront analysées et débattues dans les différents panels composés d'experts locaux et internationaux
au cours du sommet international de finances du 17 au 19 avril 2023 dans la capitale financière haïtienne. La 13e édition du sommet international de la finance est patronnée par la Banque nationale de crédit, BNC, le ministère de l'économie et des finances, la Banque interaméricaine de développement, BID, la Direction générale des impôts, DGI, Groupe Profin, Haïti Climat, Magic 9, Télé20, Radio-Télé Métropole. Groupe Croissance SA, votre partenaire du futur. Qui ça nous doit connaître sous bio information sous crédit, nous tout connaît sous nos BIC. 4 étapes pour joindre un rapport crédit dans BIC. Premièrement, allez dans bureau information sous crédit qui chita dans Ribut numéro 12 Bourdon. Deuxièmement, fait demande dans bon côté bureau avec une pièce identité valide. Troisièmement, rempli formulaire bureau soumettre comme ça bureau a bien information exacte pour qu'on qui est souillé. Quatrièmement, les ou recevoir rapport crédit gardez le bien pour voir si toute information qui dans rapport est correct. Si vous pensez gagner rien dans rapport ou commander vérifier li pour vous. Pour plus d'informations, relais BIC dans 28 17 00 00 28 17 00 01.